Océane claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Séville, ses larmes coulant comme un torrent sur ses joues rougies. « Comment as-tu pu me faire ça, Elina » hurla-t-elle, sa voix se brisant dans l'air lourd de l'été andalou, tandis que la bague de fiançailles qu'elle avait elle-même choisie volait à travers la pièce pour atterrir aux pieds de son amie. Elina, figée sur le seuil, sentit son cœur se déchirer, ses yeux noirs remplis d'une douleur insurmontable, réalisant que l'amour qu'elles avaient construit en secret venait d'être exposé au grand jour, brisé par un mensonge qu'elle n'avait pas eu le courage d'avouer. C'était il y a 6 mois que tout avait commencé, ou plutôt, que le fil de leur destin s'était entrelacé de manière irrémédiable. Océane, une Française expatriée à Séville pour son travail de restauratrice d'art, avait rencontré Elina lors d'une exposition sur les maîtres flamenco au Musée des Beaux-Arts. Elina, native d'Andalousie mais avec des racines françaises par sa mère, était une avocate spécialisée en droits humains, défendant les causes des minorités avec une passion qui illuminait son regard. Leurs yeux s'étaient croisés devant un tableau de Murillo, et ce fut comme si le monde s'était arrêté. Océane, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et son sourire timide, avait osé aborder Elina, prétextant une question sur l'œuvre. De fil en aiguille, une conversation animée s'était engagée, mêlant art, politique et rire complice. Les semaines suivantes furent un tourbillon de découvertes mutuelles. Elle se promenait dans les ruelles étroites du barrio Santa Cruz, où les orangers embaumaient l'air et où les guitares flamencas résonnaient au loin. Océane racontait ses souvenirs d'enfance à Paris, les promenades le long de la Seine, les cafés philosophiques où elle avait forgé son esprit libre. Elina, elle, partageait ses luttes pour l'égalité, ses victoires en cours contre les discriminations, et son amour pour la danse sévillane qui la faisait virevolter comme une flamme. Leur amitié s'approfondit rapidement, mais Océane sentait une étincelle plus profonde, un frisson qu'elle n'osait nommer. Elina, de son côté, luttait contre ses propres sentiments, élevée dans une famille conservatrice où l'amour entre femmes était un tabou innommable. Un soir, lors d'un festival de flamenco dans les jardins de l'Alcazar, tout bascula. Sous les étoiles scintillantes, Elina prit la main d'Océane et l'entraîna dans une danse improvisée. Leurs corps se frôlèrent, leurs regards se verrouillèrent, et dans un moment d'abandon, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser timide au début, puis passionné, comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie. « Je t'aime, Océane » murmura Elina, les joues empourprées. Océane, le cœur battant, répondit « Moi aussi », depuis le premier regard. Elles devinrent amantes en secret, cachant leur relation aux yeux du monde, craignant les jugements de la société espagnole encore imprégnée de traditions catholiques. Mais le bonheur fut de courte durée. Elina, sous la pression familiale, accepta d'organiser ses fiançailles avec un homme, un avocat collègue nommé Ravière, que sa mère lui présentait comme l'époux idéal. Océane, ignorant tout au début, fut même invitée à aider à l'organisation de l'événement. Elle choisit les fleurs, les musiques, tout en sentant un malaise grandir en elle. Elina lui assurait que c'était une façade, qu'elle romprait tout bientôt, mais les doutes s'insinuaient. Océane, avec son tempérament français romantique, ne pouvait concevoir un amour à moitié. Elle voulait tout, la liberté, la passion, sans compromis. Les préparatifs avançaient, et Océane se sentait de plus en plus piégée. Elle imaginait Elina au bras de Ravière, souriant faussement devant les invités, et cela l'arrangeait. Une nuit, alors qu'elles étaient enlacées dans l'appartement d'Océane surplombant la Giralda, elle osa poser la question fatidique « Elina, est-ce que tu vas vraiment l'épouser ?» Elina hésita, ses yeux fuyants « C'est compliqué, ma famille. » Ce fut le début des fissures. Océane argumenta avec ferveur, citant les poètes français comme Verlaine ou Rimbaud, qui avaient osé vivre leur amour malgré les normes. Mais Elina, ancrée dans sa réalité andalouse, craignait le rejet, la perte de son héritage. Les disputes s'enchaînèrent. Océane accusait Elina de couardise, de vivre une vie imposée par les conventions. Elina répliquait que l'amour n'était pas si simple, que le sacrifice était parfois nécessaire pour protéger ceux qu'on aime. Leur relation devint un champ de bataille émotionnelle, où les caresses se muaient en reproches, les murmures en cris. Pourtant, au fond d'elle, l'amour persistait, tenace comme les racines d'un olivier centenaire. Un jour, lors d'une promenade le long du Guadalquivir, Océane décida de forcer le destin. Elle avait préparé un discours, inspiré des romans de Colette qu'elle adorait, sur la liberté d'aimer.
Mais Elina, anticipant le conflit, arriva avec Ravière, prétextant une rencontre fortuite. Océane sentit la trahison comme un coup de poignard. « Tu le fais exprès » siffla-t-elle. Elina baissa les yeux, muette. Ce soir-là, de retour chez elle, Océane pleura toutes les larmes de son corps, se sentant abandonnée dans cette ville étrangère qui lui avait pourtant promis tant de joie. Les jours suivants furent un calvaire. Océane évitait Elina, se réfugiant dans son travail au musée, restaure minutieusement des toiles anciennes comme pour réparer son cœur brisé. Elina, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs, consultant en secret une thérapeute pour affronter ses peurs. Elle réalisait peu à peu que sa vie imposée la tuait à petit feu, que l'amour pour Océane était sa vérité profonde. Enfin, la veille des fiançailles, Elina craqua. Elle se rendit chez Océane, frappant à la porte avec désespoir. « Ouvre-moi, s'il te plaît » implora-t-elle. Océane, après un long silence, céda. Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, les mots se bousculant, excuses, déclarations, promesses. Mais le chemin vers la réconciliation était semé d'embûches, et la nuit fut longue, emplie de confessions douloureuses. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Séville comme un témoin impartial de leur tumulte intérieur. Océane et Elina, épuisées par leur nuit de réconciliation intermittente, se regardaient en silence autour d'une tasse de café. « Que allons-nous faire maintenant » murmura Océane, sa voix encore rauque des cris de la veille. Elina prit sa main, ses doigts tremblants. « Je vais annuler les fiançailles. » Pour nous. Ce fut un serment fragile, mais sincère, qui marqua le début d'une nouvelle phase dans leur relation, où l'amour devait affronter le monde extérieur. Les semaines qui suivirent furent un mélange de joie clandestine et de tensions palpables. Elina, fidèle à sa parole, rompit avec Ravière, invoquant des incompatibilités insurmontables. Sa famille, choquée, la bombarda de questions et de reproches. Sa mère, une femme pieuse aux traditions ancrées, pleura en apprenant la vérité. « Tu nous déshonores, Elina. Pense à ton père, à nos valeurs. » Elina tint bon, soutenue par Océane qui, avec son esprit français libéré, l'encourageait à chaque instant. Elles passaient des soirées à lire ensemble des œuvres de Simone de Beauvoir, discutant de l'émancipation féminine et de l'amour authentique. Pourtant, la trahison n'était pas loin. Ravière, humilié par la rupture, découvrit par hasard des messages entre Elina et Océane. Jaloux et vindicatif, il décida de se venger. Il contacta la famille d'Elina, révélant leur relation avec des détails crus, espérant ainsi la forcer à revenir vers lui. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Le père d'Elina, un homme d'affaires conservateur, convoqua sa fille pour une confrontation familiale. Océane, apprenant cela, insista pour l'accompagner. « Nous affronterons cela ensemble. » La scène se déroula dans la maison familiale aux abords de Séville, une villa aux murs blancs ornés de azuléjo. Elina et Océane entrèrent main dans la main, face à des regards hostiles. « C'est une phase, ma fille » tonna le père. « Tu as été influencée par cette Française. » Océane, blessée mais déterminée, défendit leur amour avec éloquence. « L'amour n'a pas de frontières, ni de genre. C'est ce qui nous rend humains. » Elina, les larmes aux yeux, ajouta « Papa, je vis enfin ma vérité. » Mais la famille resta inflexible, menaçant de la déshériter si elle persistait. Ce rejet profondisa le lien entre les deux femmes, mais sema aussi des graines de doute. Océane, loin de sa France natale, se sentait isolée, questionnant si leur amour valait tant de souffrance. Elina, rongée par la culpabilité, oscillait entre résignation et rébellion. Leurs nuits devinrent des refuges où elles se perdaient dans des étreintes passionnées, comme pour oublier le monde. « Tu es ma lumière, Océane » chuchotait Elina. « Et toi, mon encre » répondait l'autre. Un soir, lors d'une fête des Fallas à Valence où elle s'était réfugiée pour un week-end, la tension explosa. Elina reçut un appel de sa mère, implorante « Reviens, ou nous te perdrons pour toujours. » Elina, sous le choc, confia à Océane son hésitation. « Et si je faisais une erreur ?» Océane, sentant la trahison poindre, explosa. « Tu vis une vie imposée, Elina. Par ta famille, par la société. Quand vas-tu choisir toi-même ?» Les mots fusèrent, blessants, révélant des failles profondes.
Elina partit en claquant la porte de leur chambre d'hôtel, laissant Océane seule avec ses regrets. Les jours suivants furent un silence radio. Océane erra dans les rues de Séville, visitant les cathédrales gothiques comme pour y trouver une réponse divine. Elle repensait à leur premier baiser, à la douceur de leurs moments partagés, et se demandait si l'amour pouvait survivre à tant d'obstacles. Elina, de son côté, se réfugia chez une amie progressiste, réfléchissant à sa vie. Elle réalisait que sa peur n'était pas seulement celle du rejet, mais aussi de l'inconnu, de cette liberté que Océane incarnait. Finalement, Elina revint, les yeux rougis mais résolus. « J'ai parlé à ma famille. Je leur ai dit que je choisissais l'amour. » Océane, émue, l'enlaça. Elles décidèrent de partir pour Paris, où Océane avait des racines, pour recommencer à zéro. Le voyage fut symbolique, quitter l'Espagne pour la France, comme un passage vers l'acceptation. À Paris, elles s'installèrent dans un petit appartement du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT. Océane reprit son travail de restauratrice, tandis qu'Elina se lança dans le droit international, défendant les droits des minorités sexuelles. Leur relation s'épanouit, nourrie par la liberté ambiante. Elles marchaient main dans la main le long des quais, visitaient les musées, et participaient à des manifestations pour l'égalité. Pourtant, le passé ressurgit. Javier, obsédé, envoya des lettres anonymes à Elina, la harcelant avec des menaces voilées. Elina, terrifiée, confia tout à Océane. Ensemble, elles portèrent plainte, transformant la peur en force. Ce fut un nouveau test pour leur couple, mais elles en sortirent renforcées, unies contre l'adversité. Les mois passèrent, et leur amour devint une ode à la résilience. Elles organisaient des dîners avec des amis progressistes, partageant leurs histoires pour inspirer d'autres. Océane écrivait un journal intime, rêvant d'en faire un roman sur l'amour lesbien en exil. Elina, libérée de ses chaînes, dansait à nouveau, mais cette fois avec Océane comme partenaire éternel. Le printemps parisien enveloppa leur vie d'une douceur nouvelle, mais les ombres du passé persistaient. Océane et Elina, installées dans leur cocon du Marais, affrontaient les défis quotidiens avec une complicité grandissante. Pourtant, un jour, une lettre arriva, la mère d'Elina, gravement malade, implorait sa fille de revenir à Séville. « Je ne peux pas t'abandonner », dit Elina à Océane, les yeux emplis de conflit. Océane, compréhensive mais inquiète, répondit « Allons-y ensemble. Affrontons cela. » Ce retour en Espagne marqua le début d'un nouveau chapitre dramatique. À Séville, l'accueil fut glacial. La famille, réunie autour du lit d'hôpital, toisa Océane comme une intruse. Elina, déchirée entre son amour et son devoir filial, passa des jours au chevet de sa mère, écoutant ses regrets murmurer « J'aurais dû te laisser vivre ta vie ». Ces mots ébranlèrent Elina, la faisant douter de ses choix. Océane, sentant la distance s'installer, se réfugia dans les jardins de l'Alcazar, repensant à leur début passionné. La trahison vint de l'intérieur. Le père d'Elina, profitant de la vulnérabilité de sa fille, organisa une rencontre avec Javier, prétextant une discussion sur les affaires familiales. Elina, épuisée, accepta sans se douter du piège. Javier, charmeur, raviva de vieux souvenirs, insinuant que Océane n'était qu'une passade. Elina, confuse, ne repoussa pas ses avances immédiatement. Quand Océane apprit cela par un appel anonyme, ce fut la dévastation. « Tu m'as trahi, Elina. Après tout ce qu'on a traversé, cria-t-elle lors d'une confrontation explosive dans leur hôtel. Elina, en larmes, avoua, c'était un moment de faiblesse. Je t'aime, Océane, mais la pression. Océane, le cœur en miettes, partit pour Paris seule, laissant Elina face à ses démons. Ce fut une séparation douloureuse, emplie de regrets et de non-dits. Océane, de retour en France, se noya dans le travail, restaure des œuvres d'art comme pour recoller les morceaux de son âme. Elina, restée à Séville, veilla sur sa mère mourante, réalisant peu à peu l'ampleur de sa perte. La mort de la mère fut un catalyseur. Lors des funérailles, Elina, entourée de sa famille, prononça un discours poignant, « Maman m'a appris à aimer sans condition. Et c'est ce que je ferai. » Elle quitta Séville pour Paris, déterminée à reconquérir Océane. À son arrivée, elle trouva Océane dans un café,
lisant un livre de Marguerite Yourcenar. Pardonne-moi, implora-t-elle. Océane, après un long silence, répondit, l'amour vrai pardonne, mais n'oublie pas. Elles reconstruisirent leur relation pierre par pierre, avec une thérapie de couple pour guérir les blessures. Leur amour devint plus mature, teinté d'une profondeur émotionnelle issue des épreuves. Elles voyageaient ensemble, de la Côte d'Azur aux Pyrénées, redécouvrant la joie simple d'être l'une avec l'autre. Océane organisa une cérémonie symbolique dans un jardin parisien, où elles échangèrent des vœux sincères, entourées d'amis. Pourtant, un dernier conflit surgit. Elina reçut une offre d'emploi à Madrid, pour diriger un centre de défense des droits LGBT. C'était une opportunité rêvée, mais impliquait une séparation temporaire. Océane, craignant un nouveau abandon, s'opposa, « Tu vas encore choisir ta carrière sur nous ?» Elina répliqua, « C'est pour nous, pour notre avenir. » La dispute fut intense, révélant des insécurités persistantes. Au bout du compte, elles trouvèrent un compromis, Océane l'accompagnerait à Madrid, adaptant son travail. Ce déménagement en Espagne fut un retour aux sources, mais cette fois sur leurs termes. À Madrid, elles s'impliquèrent dans la communauté LGBT, organisant des événements pour sensibiliser à l'acceptation. Leur histoire devint un exemple, inspirant d'autres couples à lutter pour leur amour. Les années passèrent, et leur lien se solidifia. Océane publia un roman inspiré de leur vie, Une vie choisie, qui rencontra un succès modeste mais toucha de nombreux cœurs. Elina, promue, devint une figure emblématique des droits humains. Ensemble, elles adoptaient une routine douce, promenades dans le Retiro, dîners romantiques, et des nuits où elles se murmuraient des promesses éternelles. Le crépuscule enveloppait Madrid d'une lueur orangée, alors qu'Océane et Elina se tenaient sur la Plaza Mayor, main dans la main. Des années après leur tourment, elles regardaient en arrière avec une sagesse acquise au prix de l'armée de bataille. « Nous avons survécu », murmura Océane, posant sa tête sur l'épaule d'Elina. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, était devenu un phare de résilience, un témoignage humain sur la force de l'authenticité. La vie à Madrid leur offrait un équilibre parfait. Océane, maintenant conservatrice en chef d'un musée local, restaurait des trésors espagnols avec une passion renouvelée. Elina, dirigeante d'une ING, défendait les droits des femmes et des minorités sexuelles avec une ferveur qui inspirait des générations. Elle vivait dans un appartement lumineux surplombant la Gran Via, où les rires et les débats philosophiques emplissaient l'air. Leurs amis, un mélange d'expatriés français et d'Espagnols progressistes, formaient une famille choisie, loin des jugements passés. Pourtant, même dans cette sérénité, des échos de trahison ressurgissaient parfois. Ravière, après des années de silence, envoya un message d'excuse, avouant ses erreurs. Elina, avec Océane à ses côtés, répondit avec dignité, « Le passé est clos. Vis ta vie. » Ce fut une clôture émotionnelle, libérant Elina des derniers fantômes. Leur relation, riche en romances, se nourrissait de gestes tendres, un bouquet de roses offert sans raison, une danse improvisée dans le salon au son de musique flamenca mêlée à des airs français. Elle voyageait souvent, revenant à Séville pour honorer la mémoire de la mère d'Elina, transformant la douleur en paix. Océane, influencée par la culture espagnole, apprit le flamenco, et Elina, touchée par l'esprit français, se plongea dans la littérature existentialiste. Un jour, lors d'une conférence sur les droits LGBT à Paris, Elina fut invitée à parler. Océane, dans le public, écouta avec fierté, « Mon amour pour Océane m'a appris que la vraie liberté est de choisir qui l'on aime, malgré les tempêtes. » Les applaudissements résonnèrent, et Océane monta sur scène pour un baiser public, symbolisant leur victoire. Leur fin n'était pas un conte de fées, mais une réalité humaine, avec des hauts et des bas, des compromis et des passions. Elles adoptèrent une fille, une orpheline andalouse, lui offrant un foyer aimant où l'amour n'avait pas de limite. En l'élevant, elles transmettaient des valeurs de tolérance et d'authenticité, brisant le cycle des vies imposées. Au crépuscule de leur vie, assise sur un banc face à la mer Méditerranée lors d'un voyage en Provence, Elina dit, « Si c'était à refaire, je choisirais encore toi. » Océane répondit, « Et moi, je t'aiderai à organiser notre propre engagement, sans masque. » Elles rirent, leurs mains entrelacées, contemplant l'horizon où le soleil se couchait, emportant avec lui les ombres du passé. Ainsi se conclut leur histoire,
non pas dans la tragédie, mais dans une humanité profonde, où l'amour triomphe par la persévérance, la compréhension et le pardon. Une ode à celles qui osent vivre leur vérité, dans un monde qui apprend lentement à accepter.